Chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons ce matin la Ligue nationale de rugby. La bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Deuxième sport le plus regardé en France, le rugby représentait en 2020 environ 150 millions de droits de diffusion dans notre pays. C'est une somme importante qui place le ballon ovale en deuxième position derrière le ballon rond. Il était donc logique que nous nous penchions sur ces spécificités. C'est ce que nous faisons avec cette matinée d'audition qui se poursuivra après la vôtre avec celle de plusieurs clubs et dirigeants du top 14. Le rugby a peut-être des choses à apprendre des autres disciplines majeures en termes de régulation. Pardon, le rugby a peut-être des choses à apprendre aux autres disciplines majeures en termes de régulation de la compétition, joli lapsus. Je pense ici au salary cap, dont on parle beaucoup dans nos éditions, mais qu'on ne voit jamais venir dans certaines disciplines, et en termes de diffusion. Je serais curieux donc d'avoir votre opinion sur ce point et d'entendre votre point de vue sur l'avenir du sport à la télévision alors que de nouveaux acteurs entrent sur le marché. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes, Monsieur le Président, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, en particulier notre rapporteur Cédric Rousset. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour, merci. Merci d'abord pour cette sollicitation, parce que le sujet des droits télévisuels est un sujet stratégique pour toutes les ligues, mais particulièrement pour la Ligue nationale de rugby, car elle est à la fois non seulement une source de financement, mais elle est également le vecteur d'une exposition de nos compétitions et de notre discipline, et également, ce qui peut être particulier, structurant pour la structuration de nos compétitions, de leur format. La télévision est extrêmement importante sur le nombre de clubs, le nombre de matchs qui peuvent être joués. Donc c'est véritablement un problème essentiel en ce qui nous concerne. Je dois vous dire que nous en faisons donc un sujet complètement stratégique. D'abord, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une visibilité au moins à moyen terme. Donc, dès 2019, nous avons renégocié les droits télévision pour la Pro D2 jusqu'en 2027. Il en est de même en 2021 pour les droits du top 14, étant précisé que les droits concernant le Super Sevens in extenso est lié aux droits télévisés de la Pro D2. Donc, notre approche qui régit l'encadrement des droits télévisuels, je ne voudrais pas être trop long dans cet exposé, je souhaiterais plutôt que par des questions-réponses, nous puissions intervenir sur le plus grand nombre de sujets sans langue de bois et de manière très, très précise. Je dirais immédiatement que la Ligue nationale de rugby n'attend pas essentiellement de nouvelles contraintes supplémentaires concernant l'encadrement des droits télévisés, car nous avons besoin, dans notre discipline, en particulier, et pour les raisons que nous exposerons tout à l'heure, de beaucoup de souplesse et de visibilité pour, encore une fois, structurer à la fois notre politique financière de réversion auprès des clubs, mais également la structuration de nos compétitions, l'exposition de notre discipline et le format de nos compétitions. Et nous ne souhaiterions pas que l'épisode Mediapro concernant le football
viennent, j'allais dire, polluer, excusez-moi du terme, le débat concernant d'autres disciplines, et en particulier le rugby, car nous en sommes loin. Vous le verrez tout à l'heure lors des questions-réponses, notre politique et notre stratégie en matière de droits télévisés n'est pas simplement une stratégie financière. C'est une stratégie, encore une fois, de format de nos compétitions. Cela va beaucoup plus loin, mais nous y répondrons, nous répondrons à toutes ces questions et nous essaierons d'être le plus clair possible pour démontrer que nous avons une véritable stratégie concernant les droits télévisés avec une véritable politique de partenariat avec nos diffuseurs, que ce soit pour le Top 14 ou pour la Pro D2 ou les compétitions européennes qui sont peut-être pas à l'ordre du jour. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer à avoir cette politique de partenariat qui dépasse largement et de loin uniquement les problèmes de financement de nos compétitions. Merci, Monsieur le Président. Simplement, pour poursuivre dans les questions et les réponses, on avait eu, alors à la fois avec Cédric et puis d'autres parlementaires, bien évidemment, je pense à l'amicale parlementaire du rugby, mais aussi le groupe d'études sur l'économie du sport, des échanges réguliers pendant la crise sanitaire, ces 18 derniers mois avec la Ligue, avec vous-même. Et c'est vrai qu'au tout début, il y avait de fortes inquiétudes sur ce que seraient les conséquences, notamment financières, budgétaires, pour les clubs, notamment de l'absence de billetterie, de réceptifs, etc. Bon, bien sûr. Quel bilan on peut faire aujourd'hui, au moment de la reprise de la compétition, des matchs, là, à la rentrée 2021, sur le plan de l'équilibre économique et financier de nos clubs en France? Et du coup, puisque bien évidemment, nous avons l'occasion régulièrement de pointer la télédépendance du football professionnel français, souvent entre 50 et 60% des budgets de certains clubs professionnels de Ligue 1 et voire de Ligue 2 qui sont bien évidemment dépendants des droits télé. Quels sont les chiffres pour les clubs de rugby français? Écoutez, nous sommes bien sûr que les droits télévisés représentent une grande partie des ressources de la Ligue qui permettront les redistributions aux clubs. Mais les pourcentages ne sont pas ceux du football. On peut considérer que les montants des droits télévisuels représentent à peu près 80%, entre 70 et 80% des ressources de la Ligue. Mais en ce qui concerne la répartition, d'abord, pour le Top 14 et Pro D2, il y a une véritable solidarité, puisque la répartition se fait à raison de 60% pour les clubs professionnels, pour les clubs de Top 14, et de 40% pour la Pro D2. Et cela représente en gros 23% des revenus en moyenne pour un club de Top 14 et 27% en moyenne pour un club de Pro D2. Donc c'est significatif, mais nous sommes quand même loin du pourcentage annoncé concernant le foot qui dépasse souvent les 50%. Excusez-moi, Président, je vous coupe parce que j'ai une connexion qui n'est pas très bonne. Vous avez dit quelle est la proportion des droits TV dans le budget de la LNR? De l'ordre de 70 à 80%. D'accord, ok. Merci, Président. Mais par contre, dans la répartition par les clubs, parce que d'abord, nous avons une répartition par solidarité, je me répète, entre le Top 14 et la Pro D2, nous arrivons à 23% de revenus en moyenne pour un club de Top 14 par les droits télévisés et 27% pour un club de Pro D2. Nous sommes très loin des 50% annoncés en moyenne pour le football. D'accord. Donc nous sommes beaucoup moins télédépendants, bien que cela représente une grande partie. Mais grâce à la politique que nous avons de visibilité, en ayant renouvelé les droits jusqu'en 2027, nous avons une visibilité et donc nous avons certainement une meilleure maîtrise de notre avenir, au moins en moyen terme. D'accord.
qu'il faut bien préciser, Didier Guillaume, s'il faut bien préciser hein, dans les chiffres qu'annonce le président, c'est certes pour la Ligue, c'est 70 et 80%, mais ces droits télé sont reversés. C'est pas, il n'y a pas de dépendance des clubs vis-à-vis des droits télé, mais il n'y a pas de dépendance de la Ligue non plus. Enfin, je veux dire, il faut être très clair. Il y a la redistribution après sur la grille de 60-40 au club. Ouais. C'est pour ça qu'après, il y a une table ronde des présidents de club pour savoir dans leur modèle économique quel est le degré de télédépendance. Vous avez raison de le préciser. Sur la façon dont le rugby professionnel français a surmonté du coup la crise sanitaire et comment les aides de l'État finalement ont pu maintenir à flot l'économie générale du rugby. Peut-être quelques chiffres vous avez? Les chiffres, je n'ai pas, en ce qui me concerne, les chiffres précis, mais je dois dire que ces aides ont été absolument nécessaires et pour l'équilibre de nos clubs. Hein. Elles ont été particulièrement efficaces en ce qui concerne la Pro D2, un peu moins en ce qui concerne le top 14, avec une différence sensible entre les clubs qui vivent de leur économie réelle et de leur propre économie et celles qui ont des investisseurs, qui ont des propriétaires investisseurs qui comblent parfois des déficits structurels. Donc actuellement, je ne pense pas que les clubs soient en difficulté. Nous ferons les comptes lorsque la DNACG aura déposé son rapport dans quelques jours ou quelques semaines, mais il n'y a pas d'alerte particulière. Ce que nous souhaitons surtout, c'est la reprise avec le public, mais je pense que la Ligue et les clubs ont mis en place toute une stratégie pour retour du public. Les premières journées en Pro D2 et la première journée en Top 14 ont démontré un retour massif du public, dû à la fois au besoin de revenir sur les stades, mais également à une politique, à une stratégie voulue par la Ligue, avec notamment en Top 14 et en Pro D2 des derbies, des matchs significatifs qui attiraient le public, et je pense que cela va continuer. On essaie de relancer de manière à revenir au moins au niveau d'affluence de l'avant-Covid. Et là, les chiffres sont bons pour le premier week-end en termes d'affluence et peut-être des audiences aussi, non? Oui, tout à fait. Ils sont même excellents. Les chiffres sont excellents. En top 14, la quasi-totalité des stades étaient à guichet fermé. Et côté diffuseur, côté Canal+, là, vous avez des bons retours sur les audiences de week-end dernier? Oui, les audiences pour le lancement du top 14 sont très bonnes. C'était un week-end événementiel assez exceptionnel puisqu'il y avait 6 matchs diffusés en direct sur Canal+ Premium, 2 ou 3 habituellement. Donc le top 14 a occupé tout le week-end et les audiences sont excellentes, notamment pour les 2 matchs qui ont eu lieu en soirée, samedi soir et dimanche soir avec la revanche de la finale. C'est très encourageant. Je les ai vus. Monsieur le rapporteur, vos questions. Merci, Président, et rebonjour, Président et messieurs. Alors, je veux revenir sur le cœur du sujet, enfin, ce qui a motivé principalement cette mission d'information, à savoir donc l'exploitation, la commercialisation des droits TV sportifs. Vous êtes le deuxième sport, vous avez la chance d'avoir donc une discipline qui peut valoriser encore donc des droits TV. Après le football. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de faire un peu cette comparaison. Et c'est pour ça que je vais vous interroger en premier lieu sur la tendance de la commercialisation de vos droits TV, celle du top 14, qui ne cesse donc d'augmenter, sachant que c'est une mission d'information qui tient bien son nom parce qu'elle se veut aussi ouvrir le débat à plus grand nombre et qu'on comprenne tous donc comment tout cela peut fonctionner et s'il y a des nuances. Donc, je voulais que vous puissiez nous expliquer un petit peu l'évolution de cette tendance et comment vous l'expliquez, à savoir donc, je crois que vous avez, et c'est même sûr, donc signé pour la saison, en tout cas, le contrat de la période 2023-2027, un montant valorisé de 113,6 millions d'euros, qui est un record historique. Donc, si vous pouviez nous expliquer déjà les raisons, selon vous, de cette tendance, sachant que je précise un point important, il s'agit d'une
augmentation et de contrats qui sont signés depuis 1995, je crois, pour l'instant systématiquement avec Canal+. Cela est dû à une politique et une stratégie volontariste de la part de la Ligue, hein, je le disais tout à l'heure, c'est de privilégier non seulement le montant des négociations, mais également la qualité de l'exposition de notre discipline et de nos compétitions, parce que cela est structurant, est absolument structurant pour nos compétitions. Donc il y a une augmentation très sensible depuis l'origine, mais c'est une augmentation qui est assez linéaire. On n'a jamais recherché par opportunité, si elle s'était posée, à augmenter de manière disproportionnée nos droits. Nos droits vont connaître dans 2 ans une augmentation pour 4 ans de 17%. C'est une augmentation sensible, mais ces 17% sont à ramener à la durée de la période antérieure où nous avions négocié ces droits. Donc je pense qu'il y a un certain équilibre voulu, hein, parce qu'encore une fois, le financement est extrêmement important, il est primordial, il est nécessaire, mais ce n'est véritablement pas le seul. Et je pense que le directeur général de la Ligue pourra vous l'expliquer dans le cadre des appels d'offres, de la négociation de ces droits, quelle est notre stratégie commune avec le diffuseur, avec lequel, empiriquement, nous avons créé de véritables liens de partenariat, mais il en est de même avec France Télévisions en ce qui concerne en clair, en ce qui concerne la finale, la Pro D2. Voilà. On arrive à créer un véritable partenariat parce qu'ensemble, nous ne bâtissons pas ces appels d'offres uniquement sur le côté financier. Vous avez choisi d'augmenter la durée de ces d'anticiper. Non, on n'a pas cette possibilité. Et d'anticiper. Et c'est d'ailleurs c'est un des points qu'on souhaiterait évoquer dans le cadre de l'échange de ce matin. Les droits du top 14, depuis une décision de l'autorité de la concurrence annoncée en 2014, sont strictement encadrés dans leur commercialisation, avec des contraintes qui ne sont pas identiques, mais très proches de celles qui s'appliquent à la Ligue 1. Et notamment, nous ne pouvons pas commercialiser les droits pour plus de 4 saisons. 4 ans. Même appel d'offres. Plus de 4 ans. En revanche, donc, on n'a pas la possibilité de faire varier la durée et d'aller au-delà de 4 ans, ce qui serait un souhait, parce que nous sommes convaincus que ce sera à la fois dans l'intérêt des ayants droit, mais aussi des diffuseurs, les diffuseurs installés comme les nouveaux entrants, que d'avoir la possibilité de s'engager dans des contrats de plus long terme. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger, dans les plus grandes compétitions au plan mondial. La NBA a signé des contrats sur 9 ans, la NFL sur 10 ans. Voilà, et en fait, nous n'avons pas cette possibilité. Donc, on ne peut pas jouer sur la durée, donc on joue en revanche, pour répondre à l'enjeu majeur de visibilité qu'évoquait le président, la seule possibilité que nous avons, c'est d'anticiper la commercialisation bien avant l'échéance du contrat en cours. C'est ce que nous avons fait l'année dernière, la saison dernière plutôt, au cours de l'hiver 2021, où nous avons mis sur le marché les droits du cycle 2023-2027. Ça nous permet d'avoir une visibilité au final jusqu'en 2027, mais les contrats, chaque contrat est d'une durée limitée à 4 ans. En top 14, en Pro D2, on a plus de souplesse compte tenu de la moindre sensibilité des droits. D'accord. Vous aviez combien de candidats potentiels? Parce que autant au foot, les appels d'offres réguliers, enfin, l'appel d'offres, c'est une mise en concurrence. Autant en rugby, si vous pouviez nous dire quels étaient on va prendre l'exemple du dernier appel d'offres, quels étaient le nombre de candidats? Alors, lors des 3 précédents appels d'offres, ça a été très variable. Lors de certains appels d'offres, on a eu plusieurs offres, notamment sur les lots principaux de chaînes payantes, uniquement de chaînes payantes. Jamais eu d'offre hors le cas particulier de la finale de chaînes gratuites sur nos appels d'offres. Et lors du dernier, celui de cet hiver, nous avons eu 3 offres de 3 candidats
je ne vous entends plus. Il y a différents principaux et sur le lot digital en caisse directe, qui est le lot sur lequel il y a eu le plus de concurrence. C'est public ou pas l'information? C'est parce que je n'ai pas entendu, je m'excuse, les noms des candidats. Alors, les noms des candidats ne sont pas publics. Ils sont couverts par la confidentialité de l'appel d'offres. Mais je disais en revanche qu'on a eu 3 candidats qui se sont manifestés sur le dernier appel d'offres. Pas tous sur les lots principaux, puisque la concurrence est principalement exercée sur le lot digital qui proposait une offre en quasi direct. OK. Vous avez insisté sur, Président Bouscatel, sur la qualité de l'exposition. Donc, je souhaitais savoir quel était dans vos critères d'attribution le poids, justement, de ces critères dans la valorisation, l'estimation de votre offre qui a conditionné votre choix. Et comment il était constitué, comment vous l'aviez… Je laisse le directeur général. Je laisse le directeur général l'exposer parce qu'il a été négocié l'année dernière, la saison dernière, je n'étais pas encore en tête, donc il sera plus à même que moi d'expliquer quels étaient les critères de cet appel d'offres. Très bien, Président. On accorde effectivement, le Président y a fait référence tout à l'heure, une importance particulière à l'exposition dans nos appels d'offres pour 2 raisons principalement. D'abord, parce que le modèle économique du rugby professionnel, donc des clubs, repose en grande partie sur les revenus de sponsoring. Et pour développer les revenus de sponsoring, il faut que l'exposition soit de qualité. C'est d'abord pour une raison économique qui tient à la structure de notre modèle, et aussi parce que depuis la création de la Ligue à la fin des années 90, et ça a infusé la construction de nos appels d'offres, on est en permanence dans une, on va dire, de stratégie de développement, de conquête de nouveaux publics. Donc, pour une dimension cette fois plus stratégique, on accorde également une grande importance à l'exposition. Donc, l'exposition est intégrée effectivement comme un critère en tant que tel dans nos appels d'offres. On demande aux candidats de remettre une offre financière, une offre qualitative. Cette offre qualitative vient pondérer les offres financières, et ce sont les offres pondérées qui sont comparées les unes avec les autres pour déterminer le gagnant sur chacun des lots. Donc, dans la dimension qualitative, il y a 2 composantes qui sont prises en compte principalement. D'abord, les engagements promotionnels du candidat pour promouvoir la compétition, pour promouvoir sa diffusion auprès du public. Et puis, et c'est le principal critère, le critère de l'audience que le candidat est susceptible de générer. C'est une audience qui est mesurée par la Ligue à travers des études réalisées en amont de l'appel d'offres, basées sur des données historiques, des tendances de marché, réalisées par des instituts spécialisés qui font l'objet d'un dossier et de notation déposé chez un huissier préalablement au lancement de l'appel d'offres. Et en fonction de ces audiences estimées, on attribue des notes d'exposition aux candidats, et ces notes viennent pondérer les offres financières, et ce sont ces offres pondérées qui sont comparées les unes avec les autres. Il y a un autre élément il y a un autre élément en termes de prise en compte de l'exposition dans nos appels d'offres, c'est qu'on intègre de façon maintenant systématique depuis 8 ans, lors des 2 dernières mises sur le marché, des mécanismes très fortement incitateurs à la proposition d'un magazine en clair. Ne soit pas réservé uniquement aux abonnés, un magazine qui propose les meilleurs moments du championnat sous forme d'extraits, de résumés, de reportages, d'en découvrir les coulisses. Donc, on ne peut pas l'imposer. En revanche, l'appel d'offres est construit de telle façon qu'un candidat qui gagne un lot principal est très fortement incité, et c'est valorisé, à proposer un magazine en clair. OK. Juste la proportion, 5, 10, 15, 20% de l'estimation globale, c'est critères qualitatifs ou pas? Alors, le poids des critères d'exposition varie selon l'importance des matchs. Donc, plus les matchs sont des affiches susceptibles de générer une audience large, plus le critère d'exposition pèse fortement. On considère qu'il est stratégiquement plus important d'avoir l'exposition la meilleure pour les meilleurs matchs, entre guillemets, les matchs qui attirent le plus de public, par rapport aux matchs qui attirent un public moins important. Et pour les lots constitués des meilleurs matchs, le poids de l'exposition peut peser jusqu'à 30%. D'accord.
je vais rester avec vous, peut-être parce que vous étiez en charge de l'exploitation. Le débat concernant donc la commercialisation des droits TV, notamment, s'est aperçu qu'il y avait un objectif financier qui était très, très fort et annoncé, qui était le milliard, le fameux milliard. Donc, ma question est, vous avez fait dernièrement un appel d'offres, quel était l'objectif financier? Y en avait-il un, c'est-à-dire effectivement en termes de valorisation, et comment avez-vous fixé par quelle méthode avez-vous fixé cet objectif? Il y avait un prix de réserve, par exemple. Il y avait un prix de réserve, effectivement, qui était, alors le contrat actuel qui court jusqu'en 2023 pour le top 14 représente un montant de droit de 97 millions d'euros en moyenne, progressif sur la durée, mais c'est le montant moyen. Et lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour le cycle 2023-2027, le prix de réserve financier était affiché à 105 millions d'euros. Le prix de réserve donne une indication des ambitions du point de vue financier, mais ne doit pas être confondu avec l'objectif. Le prix de réserve, c'est le prix au-delà duquel la Ligue s'oblige à attribuer les droits et donc les lots aux candidats qui ont déposé les meilleures offres sur chacune des lots. Et si le prix n'est pas atteint, déclaration d'un fonds était supérieure au prix de réserve affiché, et d'ailleurs le résultat est supérieur au prix de réserve affiché, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Voilà, mais le prix de réserve ne traduit pas forcément l'objectif, c'est le prix au-delà duquel les droits sont attribués. Donc, on a pris la décision de positionner un prix de réserve en croissance par rapport au montant actuel des droits, mais en croissance que nous avons qualifié de raisonnable, notamment parce que le cycle 2023-2027, c'est le cycle post-Coupe du Monde qui aura lieu en France, avec probablement et même certainement un fort engouement pour le rugby. Donc, voilà, ça nous semblait être un objectif, un prix particulièrement raisonnable, et d'ailleurs, les droits ont été attribués sensiblement au-dessus du prix. Mais effectivement, donc, le prix de réserve, il est fixé après la réalisation d'études économiques qui nous aident à évaluer la valeur commerciale des droits du top 14 pour les diffuseurs, notre diffuseur actuel comme les potentiels nouveaux acheteurs. Et c'est en fonction de ces éléments d'études qu'on détermine le prix de réserve et qu'on le justifie, puisqu'il est tenu de justifier auprès de l'autorité de la concurrence. Merci pour ces précisions. Encore une fois, je les répète, l'objectif là, puisque cette audition est télévisée, c'est bien que tout le monde comprenne précisément la modélisation et comment les choses fonctionnent, comment le moteur fonctionne. Est-ce que les affaires Mediapro dans le foot, pensez-vous, ont une influence sur la proposition de Canal+ qui vous a été faite ou pas? Ou est-ce que vous pensez, parce que c'est pour ça que je vous en ai sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que cet élément qui était exogène, mais malgré tout, a conforté aussi la proposition du Canal+? Je pense que c'est plus à Canal+ de répondre à cette question. Notre sentiment, c'est que Canal+ diffuse le top 14 à titre exclusif depuis 20 ans. Canal+ est fortement engagé auprès de nous dans le développement du rugby professionnel de club, et Canal+ tenait à tout prix à sécuriser l'exclusivité des droits pour le cycle post-Coupe du Monde, qui encore une fois marquera, nous en sommes convaincus, une nouvelle étape pour le développement du rugby et notamment du rugby professionnel de club. Donc, je ne suis pas persuadé que le contexte Mediapro ait influencé les choix stratégiques de Canal+ lorsque Canal a été amené à former sa réponse à notre appel d'offres. En d'autres termes, on va dire c'est la continuité d'une stratégie rugby fortement affirmée. Le top 14 aujourd'hui un des produits phares de la chaîne. Voilà, donc c'est une offre qui s'est inscrite dans la continuité de cette stratégie. Et encore une fois, je ne pense pas que le contexte footballistique des Mediapro est joué en faveur. Mais en d'autres termes, sur la partie football, des acteurs que nous auditionnons s'étonnent de la valeur aujourd'hui du marché domestique des droits du football professionnel français. Disons, bon, on
on a parmi les meilleurs joueurs au monde, on a l'équipe de France qui est championne du monde. Et pourtant, comparé aux autres grands championnats européens, jusqu'à maintenant, quand on était autour de 500, 600, 700 millions d'euros de valorisation des droits du football professionnel français, on est très très loin derrière l'Angleterre, l'Espagne, etc., l'Allemagne. Est-ce que vous comparez aux autres grands championnats rugbystiques européens, vous pensez que bon, la valorisation, vous dites avec des augmentations de prix raisonnables, hein, c'est les chiffres que vous donnez, est aujourd'hui à sa valeur réelle? Ou est-ce que vous pensez que le fait que Canal+ soit un petit peu omnipotent, omniprésent comme diffuseur en face de vous est un peu un obstacle à l'augmentation à long terme de ces montants-là? Voilà. Tout en sachant que vous avez un partenariat privilégié, on a bien compris. Hein. Deux éléments de réponse à votre question, monsieur le député. La valeur des droits, c'est la valeur à laquelle les candidats répondent lors des appels d'offres. C'est un peu la seule réponse au questionnement sur la valeur. Combien le marché est prêt à miser et prêt à investir pour exploiter les droits d'une compétition. Donc, est-ce que le montant actuel et le montant du prochain cycle des droits du top 14 correspond à leur réelle valeur? En tout cas, c'est leur valeur. Voilà, je pense que c'est la réponse du marché qui compte. Et si on se compare à nos concurrents ou aux autres compétitions de rugby à travers le monde, compétitions de clubs, les droits du top 14 sont sensiblement supérieurs. Les droits du championnat anglais, qui est un peu la seule compétition avec laquelle on peut se comparer parce que c'est un championnat domestique de clubs dans une économie d'une taille assez similaire à l'économie française, avec un marché structuré également de façon assez similaire. Le montant des droits est de l'ordre de 40 millions d'euros annuels. Donc, il y a un écart important avec les droits du top 14, ce qui permet d'ailleurs à la Ligue de réguler sa compétition en étant essentiellement concentré sur la régulation, on va dire, interne, sans avoir à gérer une pression extérieure trop forte. Alors, on entend beaucoup, on a entendu beaucoup parler et on a vu donc des discussions dans plusieurs disciplines donc sur le projet de création de sociétés commerciales en vue, en tout cas, d'exploitation des commercialisations des droits TV. Et je voulais connaître votre opinion et surtout savoir si c'était pour vous donc une solution qui allait être envisagée ou pas, comme ça a l'air d'être le cas pour le football. Je réponds. Allez-y, président. Nous ne pensons pas, a priori, que l'arrivée, la création d'une société commerciale favorise la commercialisation de nos produits. Le problème qui pourrait se poser, la question qui pourrait se poser, c'est l'arrivée d'investisseurs, mais la création d'une société commerciale en tant que telle n'aurait aucune incidence, nous semble-t-il, sur la valeur de la commercialisation de nos compétitions et de nos produits. OK. Et donc, du coup, oui, puisque on interrogera la Fédération française de rugby, hein, qui est dans une démarche effectivement de commercialisation aussi du tournoi des Six Nations, en tout cas des matchs de l'équipe de France et qui a recours en tout cas à une ouverture à une attractivité des investisseurs et des fonds. Alors, si on peut avoir votre avis, enfin, sur quelque chose dont on parle beaucoup, et le sujet semble ouvert alors qu'il était fermé il y a quelques années, mais en tout cas, les discussions semblent ouvertes dans le milieu du foot, c'est le salary cap. Vous êtes effectivement donc en tout cas une discipline qui avait eu déjà, et je voulais comprendre l'origine de la volonté
de la mise en place en fait de ce salary cap, et surtout comment et pourquoi avez-vous pris la décision et comment vous avez procédé pour sa mise en place, et surtout votre sentiment puisque quant à est-ce qu'il a eu un effet sur la compétitivité ou l'attractivité du top 14 selon vous? Oui, c'était le but. Le but, c'était d'avoir une certaine homogénéité dans notre compétition. Donc, l'équité sportive étant respectée, et on se rend compte que progressivement, il y a de plus en plus de clubs de top 14 qui peuvent être champions de France à la fin de l'année. Bien sûr, tous les ans, il n'y en aura qu'un, mais nous arrivons à une concurrence de plus en plus importante. D'ailleurs, je crois, sur les 6 dernières années, ça n'a jamais été… Oui, avec la coupure du Covid, il n'y a pas eu le même champion de France sur les 6 dernières années, ce qui n'était pas le cas. J'ai connu à titre personnel d'autres périodes où le club que je présidais avait été champion 4 années d'affilée. On ne le voit plus aujourd'hui grâce justement à la politique de salary cap qui fait qu'il y a beaucoup plus d'équité. Donc, c'est l'équité, c'est aussi la mesure, hein, c'est de rester dans une certaine mesure d'une stratégie, d'une politique salariale dans les clubs. Nous y réfléchissons tous les ans, on essaie d'améliorer, j'allais dire dans le détail, mais nous sommes très, très satisfaits avec une montée en puissance, un contrôle du salary cap que nous avons mis en place et qui nous donne relativement, même plus que relativement, satisfaction. Alors, juste également, si vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de ce salary cap qui est collectif, me semble-t-il, et les éventuelles pistes d'évolution si vous avez un chantier. Comme ça permet d'éclairer la mission d'information, notamment le rapport. Bon, mais il y a, le directeur général, Emmanuel Echalier, va vous donner les chiffres exactement, mais surtout les petites modifications en fonction du nombre d'internationaux, etc. Obligé de faire un peu de dentelle et pas d'avoir une règle tout à fait stricte. Emmanuel, si vous le voulez bien, donner la règle. Le salary cap a été mis en place en 2010. Et chaque année, comme le disait le président, il fait l'objet d'une réévaluation, parfois de réforme, dans son dispositif du contrôle ou dans les procédures d'application. Mais dans les grands principes, le salary cap consiste à caper le montant maximum de la masse salariale joueur brut hors charge patronale. Ce montant est de 11 millions d'euros actuellement, pour un budget moyen en top 14 qui se situe aux alentours de 27-28 millions d'euros. Un peu plus d'un tiers, pardon, qui est le montant du budget. Voilà, c'est assez simple. En fait, c'est au club de gérer ses recrutements, ses renouvellements, son effectif en considération de cette règle assez simple qui ne touche pas les salaires nominaux de tel ou tel joueur, mais qui touche la masse salariale du club à titre collectif, avec effectivement un aménagement apporté il y a quelques années qui consiste à accorder des crédits, donc des enveloppes supplémentaires au-delà du montant de 11 millions d'euros, au bénéfice des clubs qui ont des joueurs internationaux, au prorata du nombre de joueurs internationaux qu'ils ont dans leur effectif. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des mécanismes de liste publiés chaque année qui permettent d'identifier les joueurs concernés. L'idée, c'est que en rugby, vous savez, on ne peut pas jouer tous les 3 jours. Donc, à certaines périodes de l'année, les joueurs internationaux, lorsqu'ils sont en équipe de France, ne peuvent pas être utilisés par leur club alors que le top 14 continue à se dérouler. Donc, il faut que les clubs concernés puissent ajuster leur effectif en conséquence. Et donc, ils ont des possibilités de recrutement qui leur sont accordées en fonction du nombre de joueurs internationaux dans leur effectif en conséquence. Le salary cap est piloté au niveau français, hein, c'est une mesure nationale, mais évidemment, on suit de près ce qui se passe dans les autres pays, et notamment dans le grand championnat qui a mis en place un outil de régulation similaire, qui est l'Angleterre, qui a elle aussi instauré un salary cap au milieu des années 2000.
voilà, qui est légèrement inférieur au salary cap appliqué. C'est des règles qui sont aussi appliquées dans les autres championnats européens? En Angleterre. D'accord. L'Angleterre, là. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce parallèle avec le foot parce que là, on voit que c'est l'inverse dans le foot. C'est les Anglais qui font un peu peut-être davantage les règles de marché et qui donnent un peu la tendance en termes de valorisation. Et là, on s'aperçoit que dans le rugby, c'est un peu l'inverse. C'est vous qui impulsez, enfin en tout cas, je dis vous, bien sûr, c'est le championnat français, en tout cas, et son organisation qui peut avoir plus d'influence et être moteur. Est-ce que vous pensez, pour faire toujours un parallèle avec le foot, est-ce que vous sentez des désirs de Super Ligue européenne dans le monde du rugby, comme on a pu en voir une tentative il y a quelques mois dans le football? Absolument pas. Nous avons une organisation en place avec le PCR en ce qui concerne les coupes d'Europe et World Rugby qui supervisent le tout. Nous sommes très, très derrière ces instances. Nous essayons d'y travailler. Nous aimerions participer un peu plus aux réflexions de World Rugby. Ce sont des discussions à l'interne qui sont en cours de manière à ce que les clubs et nos ligues puissent donner un peu plus leur avis. Mais pour l'instant, il n'y a aucune velléité et surtout enfin, je m'engage à titre personnel. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait une compétition qui soit autre que sportive, qui soit uniquement financière. Vous me permettez de compléter, Président, pour dire que le top 14 a un tel poids, un tel impact, une telle importance dans l'économie des clubs, que ce serait, d'un strict point de vue économique, assez irrationnel de l'abîmer, d'en abîmer la valeur au profit d'une compétition internationale créée de façon artificielle. Aujourd'hui, le moteur économique des clubs, c'est le championnat de France. C'est l'histoire du rugby de club, c'est ce qui suscite le plus d'enthousiasme du public, les meilleures audiences, le plus d'excitation chez les joueurs aussi. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a absolument pas ce type de pensée ou de projet chez les dirigeants des clubs français. On va continuer à valoriser et à développer encore plus l'influence du top 14. Ce qui permet également la solidarité avec la Pro D2 et la solidarité des 30 clubs professionnels. Je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit par le président et par le directeur général parce qu'il faut faire attention par rapport à la mission que vous faites là, liée à Mediapro, liée au foot. On ne peut pas mettre les ligues dans le même panier, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a le même objectif, c'est la ligue professionnelle qui gère les clubs professionnels. Enfin, la différence, c'est quand même que le rugby, Emmanuel Echeli le disait à l'instant, est vraiment resté un sport territorial, local, qui s'appuie sur une économie régionale. Ça, c'est très clair avec l'ensemble des PME, avec un public, et ça reste, c'est plus ce qu'on a connu par le passé, Lourdes, Dax, Mont-de-Marsan peut-être, ça arrive un peu plus dans les métropoles, mais il n'empêche que ça reste un rugby territorial, et la force de cet équilibre, c'est justement que le championnat professionnel de top 14 est celui qui crée de la valeur et celui qui permet de faire ce développement sportif. Moi, j'ai été élu à la Ligue au mois de mars, donc je suis là depuis 6 mois. Et j'avoue que pour connaître un peu les écosystèmes économiques divers et variés, on voit que cette Ligue est gérée de main de maître et de main de fer pour faire en sorte à la fois de donner les moyens aux clubs de se développer, de donner les moyens aux clubs d'évoluer, de faire en sorte que le championnat top 14 et Pro D2 avec la solidarité, elle est exemplaire. Parfois, ce n'est pas évident, mais elle est exemplaire, cette solidarité. Quand le diffuseur donne 1 euro, il y a 60 qui va au top 14, 40 qui va à la Pro D2, c'est exceptionnel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Et la question qui était posée sur la société commerciale comme sur une éventuelle Ligue européenne ne correspondent pas
comment dire, à l'histoire, à ce qu'est le patrimoine culturel du rugby. C'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment vous faire prendre conscience qu'il y a une grande différence entre ce qui a pu se passer dans le foot, et ce n'est pas un jugement de valeur, et ce qui existe aujourd'hui avec le rugby professionnel et la Ligue nationale du rugby. Il y a certes parfois des mécènes qui arrivent, ce qu'on appelle des milliardaires qui prennent des clubs, mais il n'y a pas d'investissement étranger. Et tout cela, c'est des gens qui existent quand même dans l'écosystème rugbystique français. Et c'est quelque chose de très important de penser que le top 14 et la Pro D2 sont à la fois des entreprises de spectacle et des entreprises économiques et des entreprises sportives, on ne raconte pas d'histoire, mais qui s'appuient vraiment fortement, un ancrage très fort sur les PME, sur les ETI, sur les territoires. Et c'est ces territoires-là, globalement, qui, par leur public, par ceux qui s'engagent financièrement et par les acteurs majeurs du rugby, les dirigeants, font vivre cet écosystème. Non, mais Merci Didier Guillaume. C'est bien une mission sur le financement du sport de manière générale. Hein. C'est juste partir d'un fait divers parce que vous avez peut-être noté, en tout cas c'est ce qu'on a noté, qu'il n'y a pas eu forcément d'audit approfondi de cette catastrophe économique qu'est Mediapro, qui a un impact déjà sur le financement du sport aussi, vous le savez. Mais c'est bien ici justement pourquoi on interroge tous les acteurs, toutes les disciplines, pour voir déjà qu'est-ce qui est fait dans les différentes disciplines en France, qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs, et pour surtout trouver des chantiers prioritaires d'évolution, de diversification aussi de revenus. Et c'est pour ça que, parce que vous parliez notamment d'ancrage territorial, qui est, je veux dire, un point commun à tous les clubs sportifs, hein, professionnels, où il y a vraiment cette volonté, en tout cas, cette recherche de travailler, je dirais, sur un projet d'aménagement territorial. Et on parlait notamment des entreprises. Aujourd'hui, quels sont les chantiers prioritaires qu'ont les clubs de rugby, en tout cas la LNR, sur la diversification des recettes et faire en sorte donc qu'il y ait davantage de valorisation pour qu'il y ait davantage effectivement de pratiques aussi et de structures, ne serait-ce que ça, dédiées au rugby pour augmenter la pratique. Il faut bien faire la part entre l'apport de la Ligue dans les budgets de club, nous en parlions tout à l'heure, 23% en moyenne pour le top 14 et 27% pour la Pro D2. Le reste est généré par les clubs, grâce aux compétitions formatées par la Ligue, bien entendu, mais c'est entre la moyenne du partenariat dans les clubs de rugby, dans les budgets de clubs de rugby, c'est entre 40 et 50%. Et donc, il y a un lien très, très, très fort et très important sur le plan local et national entre les entreprises partenaires et les différents clubs professionnels. Président, on a et à juste titre au président de clubs de football professionnel en France de s'être un petit peu fait leurrer, on va dire, parce qu'on leur promettait, avec l'affaire Mediapro en particulier, une augmentation de 60% des montants des droits télé. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'arrivée de Messi qui fait parler sur les éventuelles conséquences sur une anticipation l'an prochain du lancement de l'appel à candidature. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu un effort conséquent, en particulier initié par la Ligue de football, en direction des présidents de clubs pour essayer d'échanger ou de s'inspirer des bonnes pratiques pour diversifier leurs ressources financières au niveau de la gestion des clubs, billetterie, marketing, exploitation des enceintes sportives, partenariat, ce que vous évoquez à l'instant. Est-ce que au niveau de la Ligue nationale de rugby, vous essayez, vous, de vous mettre un petit peu plus dans cette position de montrer les bonnes pratiques et de dire au club, regardez, il y a des choses qui se font bien ici, pourquoi on ne le ferait pas là, voilà, malgré la spécificité des territoires. Les clubs participent activement. L'organisation de la Ligue, il y a diverses commissions. On a créé 2 nouvelles commissions en ce qui concerne le RSE et une autre sur les nouvelles sources de financement et l'innovation. Et à chacune de ces commissions participe un maximum de clubs.
soit par leur président, soit par leurs directeurs généraux, soit par leurs responsables commerciaux, chacun dans sa spécialité. Et c'est un travail véritablement collectif qui est mis en place par la Ligue nationale de rugby. C'est d'ailleurs la même chose, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais en ce qui concerne les appels d'offres télévisés, où la commission qui s'occupe de cette négociation, entourée de professionnels, est composée essentiellement de présidents de clubs. Donc, il y a une grande implication de l'ensemble des clubs par la Ligue dans la vie économique, sportive du rugby professionnel français. Et puis en plus, s'agissant de la diversification des revenus des clubs, il est important de souligner que les clubs de top 14 et de Pro D2 aussi sont extrêmement performants en termes de partenariat, notamment auprès du réseau d'entreprises locales, les PME principalement, de grandes entreprises aussi, mais les clubs sont vraiment très performants dans leur capacité à attirer et à mobiliser autour d'eux tout leur tissu économique local et régional. Et ça, c'est un travail au long cours qui a été mené lors des 15 dernières années. Et puis, il y a eu également, sans pouvoir compter sur l'impact de grands événements de type Coupe du Monde de football ou Euro, qui concernent les stades de football uniquement, il y a eu une vague de modernisation, d'agrandissement, voire de création de nouvelles enceintes impressionnantes en 15 ans. La Ligue a accompagné à travers différents mécanismes, soit de conseil, soit de labellisation, d'incitation, mais le leadership et le mérite en reliant au club. Le parc des stades a été complètement transformé en 15 ans, ce qui a permis d'accueillir un nouveau public, de répondre aux nouvelles attentes également du public, du rugby, et de nourrir la croissance des clubs. Donc je crois que le principal enjeu pour les prochaines années, nous concernant, si on veut encore diversifier nos revenus et les augmenter, c'est d'aller chercher un nouveau public. L'avis du public déjà amateur et fan de rugby, je crois que les clubs font extrêmement bien le travail. Donc notre challenge collectif, c'est d'aller séduire des nouveaux publics et les amener à venir voir des matchs de top 14, de Pro D2 ou à les regarder sur Canal+. Qui est une différence majeure avec l'héritage laissé par la rénovation ou la construction des stades de football pour l'Euro de 2016. On voit qu'il n'y a pas eu l'effet que vous avez pu avoir, vous, sur l'affluence et sur la fréquentation des stades de rugby. Ça, je fais un clin d'œil à Didier Guillaume qui a suivi ces questions-là dans une vie antérieure au Sénat. Voilà, c'est quand même une comparaison qui n'est pas à l'avantage du football. Et là, justement, pour compléter la question du président, je pense que la Coupe du monde de rugby qui arrive en France en 2023 sera un réponse. Parce que les matchs vont se faire dans des stades qui ont été rénovés justement depuis l'Euro et autres, mais surtout sur l'héritage sur lequel nous comptons beaucoup. L'héritage doit revenir évidemment à toutes les associations et doit revenir à l'ensemble du rugby. Et si cette Coupe du monde est réussie en termes économiques, en termes de spectateurs, ce qui semble être le cas, alors l'ensemble du rugby en bénéficiera. Et donc ça permettra de diversifier là encore les revenus et le développement du rugby. Donc pour nous, cette Coupe du monde, en dehors de l'aspect sportif, si on la gagne, c'est encore mieux, mais ça sera quelque chose de très important. Si on le gagne. Avec un peu de chance et beaucoup de travail, il faut le gagner. Et on peut déjà dire merci à cet héritage de la Coupe du monde parce que les postes d'alternants qui étaient prévus essentiellement pour aller dans les clubs de rugby, on voit qu'aujourd'hui, ça irrigue bien au-delà simplement des clubs de rugby, nos clubs sportifs dans les territoires. Et c'est aussi une chance pour l'ensemble du sport français, je voulais le souligner ce matin. Alors, moi, j'avais juste deux petites questions d'actualité parce que je ne pouvais pas ne pas vous les poser en tant qu'amoureux de rugby, mais aussi de foot, hein, puisque je suis membre du 15 parlementaire, mais aussi du 11 parlementaire. Donc, tout ça pour mettre les choses bien au clair. Je suis amoureux de tous les sports collectifs, mais je vois une tendance, c'est notamment les transferts, qui sont une source donc, de revenus importante, notamment dans le milieu du football, et qui pointent le bout de son nez avec un transfert, le cas Colbet notamment. Juste les réactions que ça suscite, et les interrogations, les réflexions que ça suscite
Je suis certainement le plus mal placé pour en parler, puisque c'est moi qui avais recruté Colby. Ah oui. Pour le club qui vient de quitter. Mais je dois dire qu'il y a une immense différence, c'est qu'il s'agit d'une indemnité de rupture de contrat et par rapport à une valorisation du joueur lui-même. C'est complètement différent. Alors, il existe depuis de très nombreuses années la possibilité de résilier un contrat en cours de saison. Ça n'avait pas apporté de difficultés particulières. Là, ça a attiré l'attention parce que sur les 2 ans, il y a 2 joueurs emblématiques qui ont usé et dont des clubs qui ont usé de cette possibilité, dont ça va entraîner obligatoirement chez nous une réflexion, peut-être de modification des règles, d'aménagement des règles, mais ça n'a rien à voir, véritablement rien à voir avec les indemnités de transfert. Ce sont des indemnités de rupture. Malheureusement, il peut arriver des ruptures, mais il faudrait essayer de faire en sorte que, à mon sens, elles ne se déroulent pas en cours de saison, mais qu'elles soient anticipées, si elles doivent être anticipées, de manière à éviter ce genre de problème. Président, quel est le motif de l'indemnité de rupture et de la rupture là, dans ce cas? C'est qu'il y a un contrat à durée déterminée. Si un club voulait résilier le contrat à durée déterminée d'un joueur, il serait dans l'obligation de verser son salaire. La réciproque n'existe pas. Et donc, elle est réglée entre les clubs. Et jusqu'à présent, dans la jurisprudence que l'on peut connaître, elle n'est jamais allée au-delà des salaires qui auraient été déduits aux joueurs, s'il avait continué dans son club. Mais je suis pour. Ça a permis quand même, donc, je dirais, au Stade Toulousain, mais on va les interroger, hein, puisqu'on les a juste après, mais il me semble de l'extérieur que ça a permis au Stade Toulousain d'incancer des revenus. Oui, je pense très certainement. Je ne peux pas parler pour le président. Oui, non, mais je sais. Non, c'était mais juste je peux parler pour l'ancien président du Stade Toulousain. Oui, bien sûr. Je peux vous dire que je n'aurais pas du tout aimé cette situation. Je pense que c'est plus un handicap qu'un avantage. Je crois que le Stade Toulousain a subi cette décision. Elle en a retiré un avantage financier totalement légitime, mais je pense que mon successeur aurait préféré garder le joueur. Notre public toulousain aurait préféré garder le joueur. Ce n'est pas une indemnité de transfert, ce n'est pas une plus-value pour le club. Non, je comprends la différence. Mais ça reste que c'est une raison économique, en tout cas, qui s'explique aussi par les difficultés générées par la crise sanitaire en dehors du contexte structurel du rugby. Mais même. Je ne vois pas comment, je ne vois pas comment un club peut empêcher un joueur de rompre son contrat par anticipation, parce que nous sommes dans le sport, dans la performance. Si le joueur traîne des pieds, il n'est pas performant, donc il vaut mieux le laisser partir avec une indemnité légitime, mais pas une plus-value. Le président du club qui se trouve dans cette situation est pris au piège. Oui, ok. Et c'est comme le deuxième sujet, hein, puisque c'est ce sujet d'actualité qui peut dire aussi et certainement qui va mener des réflexions que vous avez certainement peut-être aussi organisées en tant que LNR, c'est effectivement cette délocalisation du BO. Alors peut-être à Didier Guillaume que je devrais en parler, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant dans le monde du rugby, dans le monde du sport en général en France. Est-ce que ça va provoquer une réaction, enfin un débat nécessairement ou pas? Comment vous… Pour l'instant, il n'y a pas de délocalisation, il n'y a pas eu de demande de délocalisation. Ouais. C'est un problème qui est dans l'air, où chacun réfléchit. La fédération et la Ligue, pour l'instant, il n'y a pas de sujet, mais des réflexions. Parce que là, concrètement, c'est la LNR, c'est la Fédération française de rugby qui pourra accepter ou pas, ou c'est la LNR qui… Le problème, c'est le numéro d'affiliation. Le numéro d'affiliation du club qui appartient à l'association, donc à l'association qui est membre
de la fédération. Le problème, la question ne se poserait que si l'association cédait ce droit d'affiliation ou acceptait, plus exactement, accepter cette délocalisation. Et là, la question se posera à la fois à la fédération, à la fois à la Ligue. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Ok, très bien. J'en ai fini pour ma part, hein, Président. Merci à tous, en tout cas. On vient d'évoquer la question de la vente des joueurs. C'est une des grandes différences d'ailleurs avec le modèle économique là, du football. Très télédépendant d'un côté, très dépendant aussi du trading joueur, même si bon, là, en ce moment le marché est beaucoup moins dynamique. On a pu le voir avec le mercato, mais enfin on voit beaucoup de modèles et de budgets prévisionnels qui sont fondés aujourd'hui sur des montants de vente de joueurs dans les clubs de football français quand même significatifs. Est-ce que vous pensez que dans le monde de rugby de demain, et avec toutes les règles d'encadrement que vous avez mises en place effectivement et qui, à mon avis, devraient inspirer beaucoup d'autres disciplines sportives, est-ce que vous pensez que cette question de la vente des joueurs jouera un rôle un peu plus important, ou est-ce que du coup, avec les règles des joueurs formés localement, avec les jeunes en formation, les questions, les verrous que vous avez progressivement mis en place, la durée aussi de contrat des joueurs, est-ce que là-dessus, vous pensez avoir, vous, les outils de régulation qui vous mettent à l'abri d'une spirale un peu inflationniste de ce côté-là? Et puis, j'aurais aussi aimé vous entendre sur une question qui existe depuis très longtemps, hein, c'est celle de la mise à disposition des joueurs des clubs pour l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un bon équilibre, à un modus vivendi qui permet de respecter, on va dire, les clubs d'un côté, mais aussi, bien évidemment, de permettre aux équipes de France de pouvoir disposer de leurs joueurs avec des indemnités, bien évidemment. Et au niveau du calendrier aujourd'hui du rugby professionnel, est-ce que vous voyez encore des améliorations à apporter, les effectifs professionnels des clubs, voilà, sur tous ces paramètres-là, où est-ce qu'on en est? Bon, c'est des chantiers qu'on suit collectivement ensemble depuis de longues années, mais bon, j'avais l'impression que ça avait bien avancé ces derniers temps. En ce qui concerne les indemnités de transfert, ce n'est pas dans l'état d'esprit du rugby actuellement, et nous ne sommes pas dans un marché suffisamment international pour que ça puisse prendre une grande place, car la concurrence, actuellement, elle pourrait être peut-être avec le Japon, Bien sûr, avec quelques joueurs en fin de carrière qui pourraient être tentés pour l'instant, en l'état. Hein. Donc la question ne se pose pas, mais je crois qu'il faut y travailler et y réfléchir très sérieusement, mais ce n'est pas encore dans l'état d'esprit et économiquement, ce n'est pas d'actualité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper, il faut toujours anticiper. En ce qui concerne votre deuxième question, je laisse le directeur ou peut-être Didier Guillaume. Didier, tu veux intervenir ou... Non, Emmanuel, vas-y. Et sur la mise à disposition, Monsieur le Président? Oui, parce que je suis trop impliqué. Non, mais je pense que la mise à disposition, il y a, je pense que vous suivez de près les affaires du rugby, il y a eu des avancées très, très importantes qui ont été mises en place depuis plusieurs années pour que les conditions de préparation et les conditions de travail de l'équipe de France soient au plus haut niveau des standards internationaux. C'est désormais le cas depuis plusieurs saisons. L'équipe de France est sur une très bonne dynamique et bénéficie par ailleurs de l'éclosion d'une nouvelle génération de joueurs très talentueux qui est le résultat du travail effectué par les clubs et la FFR pour développer la formation, la réforme des GIF également qui est montée en puissance il y a maintenant 4 ans, incité à donner encore plus tôt du temps de jeu à cette jeune génération talentueuse et aujourd'hui l'équipe de France en récolte les fruits. Donc la dynamique est très positive.
Ouais. Et il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Au contraire, à 2 ans de la Coupe du Monde, on va poursuivre dans ce sens. Vous avez des droits télé internationaux? Les droits télé internationaux du top 14, oui. Et les sommes sont pas énormes. C'est quelques millions d'euros de Ouais, revenus chaque année. Voilà, c'est un peu la traduction du peu de marché sur lequel le rugby professionnel est véritablement implanté. Donc, le développement international est un chantier important et un chantier de long terme. Voilà. Mais en termes de revenus directs, pour l'instant, les sommes restent assez modestes. Ouais, tout à l'heure, vous nous avez dit justement que c'était de l'ordre de 40 millions, hein, la valorisation des droits domestiques du championnat anglais, 113 millions pour le top 14. Est-ce que ce que vous venez de dire, en disant que ce n'est pas énorme en proportion, c'est le même cas en Angleterre? Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'ils commercialisent, est-ce que la valeur donc, de commercialisation à l'export du championnat anglais est plus importante que le top 14? Non? Non, je ne connais pas les chiffres exacts des droits internationaux du championnat d'Angleterre, mais c'est le même ordre de grandeur D'accord. pour les mêmes raisons. OK. Je m'excuse, Président. Est-ce que je peux poser une dernière question? J'ai oublié un point important. Enfin, un point important. Dans le modèle économique, c'est le droit individuel à l'image. Excusez-moi, le fameux DIC. Parce que vous avez été, on a fait un rapport d'évaluation commun d'ailleurs avec le président Régis Juanico, dans lequel donc on a pu évaluer donc ce droit à l'image, ce nouveau dispositif. Vous avez, et le rugby donc s'est illustré puisque vous êtes ceux qui ont le plus visité ce dispositif. Est-ce que ce qu'on avait observé il y a déjà 1 an, est-ce qu'il y a eu un accroissement d'intérêt de ce dispositif-là, pardon. Toujours. Ça permet de répondre, Monsieur le député. Non, il n'y a pas de regain d'intérêt ni d'engagement plus important des clubs dans l'utilisation du mécanisme de la redevance, pour les raisons qu'on avait déjà signalées l'année dernière quand le sujet avait été évoqué. La première raison, c'est la complexité du mécanisme et le niveau de risque pour les clubs en utilisation, en cas notamment de contrôle dans la capacité à justifier le fléchage des sommes au titre de la redevance. Voilà, donc il est vrai que le système du DIC, qui est forfaitaire, collectif, très encadré, mais très simple, répondait beaucoup plus à la réalité du fonctionnement des clubs. Ce mécanisme de la redevance, il est utilisé de façon extrêmement parcellaire à ce jour. OK. Bon, sachez, et moi j'en arrête là, je suis désolé, hein, Président Juanico, mais voilà, la mission, elle dure jusqu'à novembre. Donc, c'est-à-dire que, comme on le dit à toutes les personnes qui se rendent disponibles donc, pour être auditionnées, que le débat continue, j'ai envie de dire, et les contributions continuent. Et nous recevons encore et nous tenons à rester donc jusqu'au bout, ouvert à toute remarque que vous auriez ou contribution, pour pouvoir donc participer à cette réflexion globale sur la refonte, en tout cas une réflexion sur le modèle de financement du sport professionnel en France. Voilà, merci en tout cas, messieurs, merci Président. Alors moi, j'avais une dernière question, je m'en excuse, auprès de vous, mais elle ne concernait pas forcément le rugby à 15, mais le rugby à 7, puisque moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, là aussi chez votre diffuseur historique, depuis le début du mois d'août, le Super 7, avec vraiment beaucoup enfin un spectacle sportif, je trouve vraiment de très très bonne qualité. Je pense aussi une ambiance très particulière et une adhésion du public. Du coup, je mets le rugby à 7 féminin de côté parce que je ne crois pas qu'il dépende de toute façon de la LNR, mais aujourd'hui, dans le paysage rugbystique français, chaque équipe de top 14, je crois, doit systématiquement pouvoir aligner une équipe de rugby à 7. Comment ça se passe et comment vous avez l'intention aussi un petit peu de développer la visibilité et finalement la diffusion de cette magnifique discipline?
Nous avons eu cette année, l'année dernière, malheureusement, nous avions été coupés par l'interruption des compétitions, mais cette année, nous avons eu les 3 premières étapes du In Extenso Rugby 7 qui se sont déroulées remarquablement à Aix-en-Provence, à Toulouse et ensuite à La Rochelle. Cela va progresser. Les clubs s'y mettent progressivement. On s'est rendu compte d'ailleurs que d'une étape à l'autre, l'envie, la compétitivité des clubs, l'esprit de compétition de chaque club s'aiguisait. Je pense que avec les finales à l'Arena, à Paris, ce sera le point d'orgue de cette saison et que l'année prochaine, nous partirons sur des bases encore meilleures. Mais il y a une très belle exposition, beau succès populaire. C'est autre chose que le rugby à 15. C'est un spectacle, c'est un événement et ça peut amener à l'image du rugby en général et un nouveau public. Et c'est un élément de valorisation aussi des montants de droits télé à terme, à ne pas négliger. Merci beaucoup en tout cas, à vous tous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur, merci à Didier Guillaume qui a dû nous quitter. Et puis, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines et dans quelques mois pour le rendu. Quand vous le souhaiterez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, messieurs.